c'est Adel Wakil. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la trigonométrie. Ce chapitre-là, il est incontournable. En mathématiques, vous allez en bouffer. En physique, vous allez en bouffer. En sciences de l'ingénieur, vous allez en bouffer. Vous allez en bouffer partout. Donc, vous allez devoir apprendre, vous allez devoir comprendre et vous allez devoir démontrer. Et pour acquérir tout ça, il va falloir que vous vous exerciez énormément. En lisant l'énoncé de l'exercice, vous devez déjà, il faut que ça devienne automatique, que vous sachiez comment résoudre l'exercice directement. Parce que la trigonométrie, c'est un truc où il ne faut surtout pas perdre de temps. C'est parti. Donc on se retrouve pour le cours de trigonométrie. C'est parti. Donc en arrivant sur cette slide-là, j'en suis sûr que ça doit vous rappeler des souvenirs, mais bon, je préfère rappeler les bases, c'est important. Donc le cercle trigonométrique. Déjà, de base, comment on caractérise un cercle, généralement? Eh bien, on caractérise un cercle à l'aide de son centre et de son rayon. Donc, pour le cercle trigonométrique, son centre, c'est le point O de coordonnées 0, 0. Et son rayon, c'est 1. Et une particularité du cercle trigonométrique, c'est qu'il est orienté dans le sens direct, dans le sens positif, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, là, pour vous, ça doit vous paraître abstrait, mais je vais introduire la notion d'angle orienté. Donc déjà, je vais poser la convention de sens direct. Donc, c'est-à-dire que le sens direct, le sens anti-horaire. Et ensuite, je vais prendre un point, M quelconque, et je vais tracer le vecteur entre le point O et le point M. Et je vais tracer le vecteur unitaire I, qui est caractéristique de l'axe des réels. Et donc, l'angle orienté, en fait, ce qu'on va appeler angle orienté, ça va être ça, en fait. L'angle orienté, c'est ça. C'est l'angle entre le vecteur I et l'angle OM, et dont la flèche, en fait, va commencer dans I et va finir dans M. Et ce que l'on peut noter ici, c'est que cette flèche-là et la convention sont dans le même sens. Donc l'angle orienté entre le vecteur I et le vecteur OM est positif. Je vais vous donner un autre cas, différent cette fois-ci. Imaginez-vous, je prends le point M qui se trouve là, par exemple. Je trace le vecteur OM, comme tout à l'heure. Et l'angle orienté sera comme ça. Donc, vous voyez bien que la flèche, là, cette fois-ci, elle est dans le sens contraire de la convention. Et bien, en fait, l'angle orienté ici va être négatif. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais c'est très important, cette notion d'angle orienté, il faut bien la comprendre. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Ensuite, le périmètre du cercle, c'est égal à 2π. Et voilà. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur tout ce qui est périmètre, surface, parce qu'en prépa, c'est vraiment très très important de bien connaître ces formules. J'ai envie de vous parler du point image M. Donc vous savez tous, pour une fonction, ce qu'est qu'un point image, si je représente l'image de x par la fonction f, donc je fais une fonction ici et je prends un point x sur l'axe des abscisses au hasard, le point image va se trouver là. Mais pour un cercle, c'est exactement pareil. Le point image, c'est le point M. Sauf que sur le cercle trigonométrique, son point image sera caractérisé par alpha, qui est une mesure de l'angle orienté. Et là, j'ai envie d'introduire une notion que je pense vous n'avez jamais vue ou vous avez vue très rapidement. C'est la notion de coordonnées polaires. Vous connaissez les coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes, donc, qui est caractérisé par un repère cartésien. Un repère, comment on caractérise un repère? Avec un point et deux vecteurs. Pour le repère cartésien, le point c'est le point O, avec l'axe des abscisses, l'axe X, et l'axe des Y pour les ordonnées. Et pour déterminer la position du point M dans le repère cartésien, on a juste à récupérer ces coordonnées sur l'axe des abscisses ici, et là pour
ces coordonnées suivant l'axe des ordonnées. Donc, en fait, imaginez-vous, vous avez le point M qui appartient, qui a un mouvement circulaire autour de la Terre. Et vous cherchez à déterminer sa position. Eh bien, en fait, il y a un autre moyen de déterminer la position du point M ici. Eh bien, en fait, en connaissant le rayon entre le rayon du cercle auquel appartient le point M et l'angle orienté entre le vecteur I et le vecteur OM, un vecteur unitaire de l'axe des abscisses, eh bien, on peut déterminer la position du point M. Je vais noter quelque chose qui est exactement la même chose. Pour M en fonction du rayon et de alpha, eh bien, on peut écrire ça. On peut faire un lien entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires. Donc là, je ne précise pas comment on peut faire le lien, mais voilà, j'avais envie de vous introduire ça. Pour les plus curieux, on pourra en discuter parce que pour tous les repères, que ce soit cartésien, polaire, cylindrique, tout ça, c'est des choses que vous verrez en prépa. Mais on peut en discuter entre nous, pour les plus curieux, dans les commentaires ou bien dans les réseaux sociaux. Et pour le cas du cercle trigonométrique, eh bien en fait, vu qu'on sait que le rayon pour un cercle trigo, il est toujours le rayon est unitaire, comme je l'ai dit auparavant, eh bien on peut écrire directement m de alpha égale à m de xy. Et donc là, en fait, on peut à l'aide avec alors qu'avant on avait besoin de deux variables pour caractériser la position du point M sur le cercle, et bien là, il nous en suffit plus que d'une. Donc voilà, c'est là que vous devez voir l'utilité et donc c'est vraiment puissant cet outil des coordonnées polaires parce en connaissant le rayon, et bien juste avec l'angle que fait le vecteur OM avec le vecteur I, eh bien, on peut caractériser la position du point M. Donc voilà, c'est vraiment très puissant. Bon, c'est vraiment pour les curieux que je parle de ça. Et on passe à la suite. Bah, la suite, en fait, qui va être l'équation du cercle trigonométrique. Donc l'équation du cercle trigonométrique, qui est pour tout alpha qui est un réel, on a cosinus alpha au carré plus sinus alpha au carré qui est égal à 1. Donc là, au premier abord, vous regardez cette équation-là, vous vous dites, oula, c'est bizarre, quoi. Je veux dire, d'où elle sort, quoi. Eh bien, en fait, déjà, il faut partir de l'équation du cercle généralisé, quoi. Donc l'équation du cercle en général, c'est ça. Avec x et y les coordonnées du point M, qui est un point qui est sur le cercle. A et B les coordonnées du centre du cercle. Et R le rayon. Dans notre cas, pour le cercle trigonométrique, A et B, ils sont égaux à 0, quoi. Donc pourquoi? Parce que je vous ai dit que le coordonnée du centre du cercle trigo, c'est 0, 0. Et ensuite, le rayon du cercle trigo, on sait que c'est 1. Donc le rayon R ici, ça va être 1. Donc on se retrouve avec quoi? On va se retrouver avec x carré plus y carré qui est égal à 1. Ici, on a 1, très bien, on se rapproche de la formule, on a des carrés. Donc on se dit là, on est très très proche. Et comme je vous ai dit, nous, notre but, c'est de caractériser la position du point M avec seulement l'angle. Eh bien, en fait, on va introduire le cosinus et le sinus. En remplaçant x par le cosinus, y par le sinus, on retrouve l'équation du cercle trigonométrique. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné du sens en fait à toutes ces notations-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut toujours en discuter dans les commentaires ou dans les réseaux sociaux. Ensuite, on va voir ce tableau. Donc là, vous voyez ce tableau-là, 12 formules. Ouh là là, vous dites, c'est un peu lourd là, c'est compliqué à apprendre tout ça. Eh bien, en fait, c'est oublier ce tableau. En fait, ne l'apprenez même pas. En vrai, j'aurais pu ne pas le mettre. Pourquoi? Je vais vous montrer comment on peut retrouver ces formules-là très rapidement. Je vais tenter de vous montrer ces deux égalités-là. Je vais tenter de vous montrer ces deux égalités-là. Donc tout d'abord, pour montrer la première égalité-là, cosinus de pi plus x est égal à moins cosinus de x, on doit placer un point quelconque m de x. Je choisis de le placer là. Mais vous pouvez le placer n'importe où. Ensuite, on va récupérer sa coordonnée suivant l'axe des abscisses. Donc, on a cosinus de x ici. Et on va récupérer sa coordonnée suivant l'axe des ordonnées.
donc sinus de x. Et ensuite, on va placer le point m de pi plus x. On place sa coordonnée sur l'axe des abscisses, qui est cosinus de pi plus x. Et là, sa coordonnée suivant l'axe des ordonnées, qui est sinus de pi plus x. Vous avez fait le plus dur. Vous avez placé les 2 points. Là, j'en suis sûr que vous voyez où je vais en venir. Qu'est-ce qu'il faut noter en fait ici? Vous remarquez que cette distance-là, en fait, c'est la même distance qu'ici. Pourquoi en fait c'est la même distance? Parce que en fait, on remarque que la symétrie par le point O ici du point M de x, c'est M de pi plus x. Et cette symétrie-là, en fait, elle conserve les distances. Donc là, on a la même distance ici, on a la même distance là, on a la même distance ici, on a la même distance là. Donc là, je pense que vous voyez encore mieux la chose. Mais par contre, d'où sort le moins 1? Donc en fait, on a cosinus de pi plus x qui va être égal à cosinus de x. Mais il y a un moins 1 près, pourquoi? Parce qu'en fait, cosinus de x est dans la partie positive. Mais cosinus de pi plus x est dans la partie négative. Donc c'est normal de placer un moins 1. Donc voilà, si vous avez compris ça, vous pouvez retrouver quasiment tout. D'ailleurs, on peut noter qu'on peut trouver aussi sinus de pi plus x. Sinus de pi plus x est égal à sinus de x, un facteur moins 1. Pourquoi? Parce que sinus de pi plus x est dans la partie négative de l'axe des ordonnées. Donc voilà. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais on va faire le deuxième exemple, donc avec sinus de pi sur 2 moins x qui est égal à cosinus de x. Donc maintenant, on a compris comment trouver cosinus de pi plus x est égal à moins cosinus de x. Maintenant, on va montrer sinus de pi sur 2 moins x est égal à cosinus de x. Et vous allez voir, c'est quasiment la même chose. C'est toujours la même chose en fait. Donc regardez, tout d'abord, on va, comme tout à l'heure, placer le point m de pi sur 2 moins x. M de pi sur 2 moins x, c'est ici. Je ne vais pas noter la valeur de l'abscisse. Vous avez compris que c'était cosinus de pi sur 2 moins x. Et la valeur de l'ordonnée qui est de sinus pi sur 2 moins x. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir ici? En fait, pour simplifier le problème, dites-vous toujours qu'en fait, c'est grande distance de l'un égale à la grande distance de l'autre à un facteur moins 1 près. Et petite distance de l'un égale à la petite distance de l'autre. Donc, ici, on cherche sinus de pi sur 2 moins x. Sinus de pi sur 2 moins x, comme je l'ai dit, il se trouve là, ici. Donc, c'est la grande distance de m de pi sur 2 moins x. Elle est égale à un facteur moins 1 près à l'autre grande distance de l'autre point, donc point m de x. Et l'autre grande distance, c'est cosinus de x. Mais attention, là, ici, tous les deux sont dans la partie positive, donc la cosinus de x est dans la partie positive, et sinus de pi sur 2 moins x est dans la partie positive de l'axe des ordonnées. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre un facteur moins 1, et donc on a sinus de pi sur 2 moins x est égal à cosinus de x. De même, on peut trouver cosinus de pi sur 2 moins x. Cosinus de pi sur 2 moins x, c'est ici. Et comme je vous ai dit, c'est la petite distance de l'un est égale à la petite distance de l'autre à un facteur moins 1 près. Donc là, ici, cosinus de pi sur 2 moins x sera égal à sinus de x. Pourquoi? Parce que ici, sinus de x se trouve dans l'axe des ordonnées, dans la partie positive. Donc, c'est égal à sinus de x. Donc voilà, donc vous m'avez compris. Mais pourquoi une question se pose ici? Pourquoi les distances se conservent ici? Parce qu'en fait, si vous tracez une droite entre le point m de pi sur 2 moins x et le point O, et une droite entre le point O et le point M, et bien en fait on remarque qu'en fait en fait la bisectrice de ces deux droites, en fait, cette bisectrice là, et bien en fait c'est un axe de symétrie. Et donc en fait par la symétrie, on a une conservation des distances. Donc si vous ne comprenez pas ça, c'est pas grave, mais comprenez bien que la petite distance de l'un est égale à la petite distance de l'autre, à un facteur moins 1 près, suivant que l'autre se trouve dans la partie positive ou négative, et que la grande distance de l'un c'est égal à la grande distance de l'autre, suivant que l'autre se trouve dans la partie négative ou positive. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, j'espère que je vous ai bien expliqué. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est très important de bien comprendre ça parce que ça vous évite d'apprendre 12 formules, quoi.
Donc là, on a vraiment court-circuité la chose. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou sur les réseaux sociaux. On passe à la suite. Donc maintenant, on va passer aux formules d'addition. Donc les formules d'addition, comme vous allez le voir, c'est vraiment la base aussi. Vous allez le voir par la suite, toutes les formules proviennent quasiment de ces formules-là. Donc, pour les retenir, retenez, bon, déjà j'ai oublié de vous dire un peu d'où ça vient ces formules-là. Les formules d'addition, vous pouvez la démontrer très facilement avec l'exponentielle imaginaire. On l'a pas encore vu ensemble, mais lorsque vous le verrez, vous pourrez vous amuser à essayer de les démontrer. Franchement, c'est très rapide, hein, même maintenant vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment très très simple. Donc, il vaut mieux les apprendre pour pas perdre trop de temps à les démontrer à chaque fois. Donc, soit vous trouvez des moyens mnémotechniques pour les apprendre. Moi, j'en ai un. Je retiens juste cosinus A plus B et sinus A plus B. Et ensuite, je remplace, pour savoir cosinus moins B, je remplace ce B par moins B. Et cosinus A fois cosinus B, donc cosinus moins B, on fait cosinus moins X égale à cosinus de X. Donc, c'est la même chose qu'en haut. Et ensuite, sinus A fois sinus de moins B, sinus de moins B, on regarde là, sinus de moins B, c'est égal à moins sinus B. Donc, on va avoir un moins qui va sortir, qui va devenir un plus par rapport à là. Donc voilà, donc il faut trouver des moyens mémotechniques. C'est pas la meilleure, hein, je veux dire, la méthode de savoir que, par exemple, aussi, vous pouvez poser A égale à B, donc ça vous donne cosinus 0. Cosinus 0, vous savez que c'est égal à 1. Donc, vous vérifiez que la formule que vous avez écrite, avec celle-là, vous trouvez bien 1. Donc voilà, et essayez de vous ramener toujours à des angles que vous connaissez. Par exemple, vous pouvez poser A égale à 0, B est égal à moins pi sur 2. Donc cosinus moins pi sur 2, ça va vous donner 0. Et donc vous vérifiez que votre formule vous donne bien 0 aussi. Ces techniques-là, elles marchent vraiment pour tous les cas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment important de vous ramener en fait à des choses que vous connaissez. Je l'avais déjà dit sur une vidéo que j'avais postée sur YouTube sur comment éviter les erreurs bêtes. Imaginez, c'est la première question d'un problème et vous trompez dessus. Vous allez perdre du temps, donc vous allez perdre 4 heures de votre vie en fait pour rien en fait, à cause de la première question du problème et tout le problème en fait il va être faux. Donc voilà, donc vraiment évitez de faire des erreurs bêtes. Essayez de vous ramener à des choses que vous connaissez pour en fait à la fin éviter voilà ces erreurs frustrantes. Franchement, on en a fait. C'est pour ça que j'en parle avec autant de dégoût, quoi. Franchement, ça fait mal. Quand on vous rend votre copie, que vous pensez que vous avez bien reçu l'exo, et qu'en fait, à cause d'une petite erreur débile, franchement, ramenez-vous à des cas que vous connaissez et tout va bien se passer pour vous. Ensuite, cosinus de A qui est égal à cosinus de A au carré, moins sinus de A au carré, qui est égal à 1 moins 2 sinus de A au carré, qui est égal à 2 fois cosinus de A au carré, moins 1. Donc cette formule-là, combien de fois je l'ai utilisée? En fait, je sais même pas parce que je l'ai tellement utilisée. Donc voilà quoi, je veux dire, cette formule-là très très importante. Donc pour la retrouver, cosinus 2A, en fait, c'est égal à cosinus de A plus A. Donc c'est cosinus de A plus A, on va utiliser la formule d'addition. Donc lorsqu'on on utilise la formule d'addition, on va trouver ça. Donc cosinus de A au carré moins sinus de A au carré. Et ensuite, avec l'équation du cercle trigonométrique, on remplace le cosinus, eh bien on va trouver cette équation-là. On va trouver cette formule-là. Et en remplaçant le sinus avec l'équation du cercle trigonométrique, on va trouver cette formule-là. Donc, comme je vous ai dit, la base, c'est l'équation du cercle trigonométrique et les formules d'addition. Avec ces formules-là, on peut tout retrouver. Ensuite, sinus de A est égal à 2 fois sinus de A fois cosinus de A. Donc là, pareil, sinus de 2A, c'est égal à sinus de A plus A. Et comme par hasard, formule d'addition, encore une fois, égale à 2 sinus de A cosinus A. Donc voilà quoi, c'est là, comme je vous ai dit, la base, c'est équation du cercle trigonométrique, formule d'addition. Avec ça, vous retrouvez tout. Mais bon, en concours, il faut aller vite, donc il faut les connaître ces formules-là. Donc c'est très important voilà, de trouver des moyens mémotechniques pour aller vite, quoi. Ensuite, on a les formules de linéarisation suivantes. Donc linéariser, c'est quoi? C'est avoir une somme de cosinus. Donc, on a un produit, on obtient une somme. Donc, si vous avez un produit de cosinus, un produit de sinus ou un produit de sinus-cosinus, eh bien, vous pouvez obtenir une somme avec ces formules-là. Donc, pour les retrouver, comme par hasard, il suffit juste, encore une fois, d'utiliser les formules d'addition. Comme je vous ai dit, la base, c'est équation du cercle trigonométrique, formule d'addition. Donc, formule d'addition ici, formule d'addition là, et vous retrouvez le produit de cosinus ici. Et ces formules de linéarisation,
à quoi elles vont vous servir concrètement en classe préparatoire. Donc c'est bien joli, on passe d'une somme de cosinus et de sinus à un produit de cosinus ou de sinus ou je sais pas quoi, mais à quoi elles vont vous servir en fait? Eh bien, je vais vous parler d'un concept qui est vraiment très important, c'est les intégrales. Donc vous avez déjà vu un peu en terminale, je ne sais pas si ça vous est resté dans la tête, mais les intégrales, vous allez en bouffer en classe prépa. Donc voilà. Et une des manières pour résoudre des intégrales très facilement, lorsque vous avez un produit, donc imaginez on vous demande d'intégrer ce produit-là, eh bien une des clés en fait c'est de linéariser. Et donc, lorsque vous linéarisez, eh bien c'est beaucoup plus simple pour résoudre ces intégrales-là, parce qu'on connaît l'intégrale du cosinus et l'intégrale du sinus, mais on ne connaît pas l'intégrale du produit du cosinus, quoi. Je veux dire, c'est moins intuitif, alors que là c'est beaucoup plus intuitif. Donc voilà quoi. Donc voilà à quoi sert la linéarisation. Ensuite, en remplaçant P qui est égal à plus B et Q qui est égal à moins B, donc en faisant ce changement de variable, en fait, devinez où? Dans les formules d'addition. Donc là, c'était pas une surprise. On a les formules de factorisation. Donc factorisation, on passe d'une somme de cosinus ou une somme de sinus à un produit de cosinus et de sinus. À quoi ça va vous servir ça en fait? En fait, ça va vous servir à résoudre des équations. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, on préfère avoir des formes factorisées parce qu'on nous sert sur un plat en fait toutes les solutions. Et bien là, c'est pareil. Donc lorsque on vous demande de résoudre une équation, on préférera toujours la forme factorisée donc avec des produits. Et donc cette formule-là, elle sert principalement à ça. Donc voilà. Ensuite, le cas A fois cosinus de x plus B fois sinus de x avec la paire AB qui sont des réels non nuls. Qu'est-ce que l'on cherche en fait à faire ici? On veut factoriser A fois cosinus de x plus B sinus de x. Donc c'est-à-dire que l'on veut arriver à cela. Et cela, là, on va reconnaître quoi encore une fois? On reconnaît une formule d'addition. Et donc on va l'utiliser encore une fois, vous l'avez deviné. Et donc il faut suivre une méthode et je vais vous expliquer un peu l'intuition qu'il y a derrière cette méthode, quoi. Donc on note R qui est égal à la racine carrée de A carré plus B carré. Et donc on va factoriser cette expression-là par R. On va mettre entre crochets cette expression-là. Et donc en fait, on se ramène au cercle trigonométrique en faisant ça. Et en se ramenant au cercle trigonométrique, on peut utiliser cette équation-là pour déterminer en fait A sur R en fonction de cos et B sur R en fonction du sinus. Et donc vous m'avez compris, une fois que vous avez un cos là et un sinus là, on reconnaît très facilement la formule d'addition et ce qui nous permet d'arriver à là. Donc là maintenant, vous allez me dire, Abdelwakil, ok, c'est très bien ta méthode, mais c'est une recette de cuisine. Il n'y a pas quelque chose derrière? Eh bien si en fait, je vais vous démontrer tout ça. Donc tout d'abord, je vais tracer le cercle trigonométrique. Je suis désolé, je ne suis pas le meilleur en dessin. Et un autre cercle avec un rayon beaucoup plus grand. Donc je vais tracer l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Je vais prendre un point M ici. Avec ici petit a et ici petit b. Et bien en fait, on va essayer de se ramener au cercle trigonométrique. Je vais tracer le vecteur OM. Et en fait, ici, on va retrouver A sur R et B sur R. Et là, en fait, on va retrouver l'angle alpha. Et oui, en fait, il n'y a rien qui a changé. On peut retrouver alpha et cos alpha et sinus alpha parce que l'angle, il ne va pas changer si vous mettez A et B et ici A sur R et B sur R. Donc voilà quoi, en fait on se ramène au cercle trigonométrique parce qu'on le connaît et factorisé en fait par, et j'ai oublié de le préciser, petit r. Petit r c'est la distance, c'est la norme du vecteur OM. Une norme c'est une distance. Et petit r en fait c'est le rayon du grand cercle. Et donc en fait en effectuant ce rapport, on se ramène au cercle trigonométrique qu'on le connaît très bien et l'on peut déterminer le cosinus alpha et le sinus alpha.
Donc, si vous avez des questions, peut-être que ça peut vous paraître encore abstrait. J'ai tenté de vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière cette méthode-là. Eh bien, on peut en discuter dans les réseaux sociaux ou dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais bien vous inculquer comme mentalité, comme mindset. En fait, il ne faut pas avoir honte de poser des questions. On fait tous des erreurs. Et c'est normal, je veux dire, à votre niveau, que vous puissiez en faire. C'est pour ça qu'en fait, il faut pas hésiter à poser des questions, que ce soit aux professeurs, aux personnes compétentes, quoi, pour que, en fait, vous ne fassiez pas preuve de malhonnêteté intellectuelle. Lorsque le prof va dire, vous avez compris, si vous n'avez pas compris, il faut le dire. C'est très important. Je veux dire, vous n'allez pas rester là à accumuler les choses incomprises, parce qu'à la fin, je veux dire, vous allez avoir trop de lacunes et vous n'allez pas y arriver. Il faut que vous participiez aussi, c'est très important. Lorsque vous participez, eh bien, vous allez retenir beaucoup plus facilement les concepts. Je sais que pour certains, c'est très difficile, la timidité, vous avez peur. Il ne faut pas avoir peur. Lorsque je parle avec mes amis qui ont fait classe prépa, on est tous d'accord pour se dire que 80% c'est du mental et 20% c'est du travail. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez appréhender des choses, eh bien ça va brouiller votre cerveau, ça va brouiller en fait votre capacité à raisonner. Et donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir d'appréhension, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on le dit et on demande des explications. Ensuite, quelques petits exercices. Donc, trouver la valeur de cosinus de 7pi sur 4. Exprimer cosinus 3x et sinus 3x sous forme de polynôme en cosinus x et sinus x. Ensuite, linéariser cosinus au cube de x. Donc, linéariser, comme je vous ai dit, c'est une somme de cosinus ou de sinus, mais sans puissance, quoi. Et ensuite, factoriser 2 fois sinus x fois cosinus x plus racine de 3 fois cosinus de x. Donc là, on va voir si vous avez bien assimilé les formules et si vous arrivez à voir maintenant les petites astuces, quoi. Donc voilà, donc vous avez des exercices en plus qui seront disponibles sur le site. Donc je vais mettre les indices dans quelques instants. On se donne rendez-vous à dimanche. À bientôt!